Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez très bien. Et puis pour cela, nous rendons grâce à Dieu. Ce soir, nous allons passer encore quelques temps ensemble et nous allons parler un peu de budget. Mais j'ai six points à vous partager lorsque vous recevez votre salaire ou bien votre paye. Donc les six choses à faire, premièrement, lorsque vous recevez votre salaire, nous allons parler de ça. Mais avant toute chose, il faut savoir que quand nous parlons des moyens, vous n'aurez jamais assez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que, quelque chose que vous gagnez, vous pouvez dépenser tout et ça ne va même pas vous suffire. De la même façon aussi, que ce soit beaucoup ou petit, vous pouvez tout dépenser, ça ne va pas vous suffire. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de gagner assez, beaucoup, pour pouvoir économiser, ou bien pour pouvoir avoir assez. Mais ils pensent souvent comme nos dirigeants, nos présidents africains. La plupart du temps, en venant au pouvoir, il nous propose un bon plan, il nous parle d'un projet sur 2 mandats, par exemple, et il compte. Et ils ne disent pas ces projets-là sur 2 ans parce qu'ils pensent nous tromper. Non, ils pensent vraiment que quand ils vont venir en 2 mandats, ils vont changer beaucoup de choses. Parce qu'ils voient déjà le flux d'argent qui sera en train de passer dans leurs mains et ils imaginent ce qu'ils peuvent faire avec ça. Mais ils oublient un point important. La raison pour laquelle je dis c'est parce que nous sommes souvent surpris que après 2 mandats, ces personnes, même personnes-là deviennent des lions qui ne veulent pas garder, qui ne veulent pas qu'on s'approche de leur pouvoir, qui veulent garder le pouvoir là pour toujours. Parce qu'au début, ils ont oublié ce qu'on appelle l'habitude. Rien ne se fait comme ça. Donc, on apprend tout. Donc, pour pouvoir avoir la capacité d'économiser assez, ou bien pour que ce que tu gagnes soit assez suffisant pour toi et pouvoir économiser dedans, il va falloir développer une budgétisation et se mettre dans une discipline qui va vous conduire à ça. Donc, il n'y a pas en réalité un minimum à gagner, bien un maximum à gagner pour pouvoir économiser, pour pouvoir épargner. Quelque chose que vous gagnez, vous pouvez épargner. Voilà pourquoi ici, nous allons parler en pourcentage au lieu de chercher à parler en montant. Donc, voici 6 choses à faire lorsque vous travaillez et vous recevez premièrement, ou bien vous commencez par recevoir votre paie, votre salaire. La première chose à faire, d'abord, c'est de s'assurer que votre argent est déposé dans un compte pour vous, un compte courant. C'est-à-dire quoi? Ne pas recevoir l'argent en cash, en main, ne pas recevoir l'argent par les chèques, aller chez les gens et puis échanger ça avec les cash. Parce que le fait que l'argent se dépose dans votre compte directement, ça crée une petite difficulté pour vous de pouvoir aussi dépenser ça facilement. Et en main aussi, c'est plus facile pour vous d'utiliser les avantages des banques lorsque votre argent passe par la banque. C'est-à-dire les prêts, par exemple, vous pouvez facilement utiliser la preuve que votre argent est déposé dans la banque, utiliser ça comme une preuve et faire un prêt, par exemple. Donc, vous voulez vous assurer que votre argent vous vient à travers un compte courant. La deuxième chose à faire lorsque vous commencez à travailler, commencez à recevoir votre argent, c'est que vos 2 premiers salaires doivent être économisés. Ou du moins, au moins, il faut faire des efforts pour économiser $2000. Quand je parle d'économiser, je veux dire ne pas du tout toucher l'argent du premier et deuxième mois de paye. Même si vous allez toucher ça, sortez la majorité de cela et déposez dans un compte. Parce que, et vous voyez, en Afrique, par exemple, quand on recrute les gens en fonction publique, il y a ce qu'on appelle les rappels. Et ces rappels-là sont très bienvenus. Parce que ça va vous permettre, de pouvoir continuer un peu votre ancienne habitude de vivre sur le moins que vous avez, le minimum que vous avez, et ne pas tout se lancer dans ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. C'est-à-dire, commencez pas à dépenser tout ce que vous avez. Non. Donc, ça vous permet que votre argent, votre premier salaire soit déposé là-bas pour pouvoir vous donner le temps de temporiser dans vos dépenses. Il ne faut pas se jeter tout de suite là dans les dépenses. Non. Voilà pourquoi c'est recommandé de déposer son premier salaire là comme un saving, comme un,
une épargne à côté. Et ce n'est pas un montant qui est à utiliser dans les stocks ou bien dans des dépenses. Non, ça doit être argent disponible 24 heures sur 24. Parce que ça sera utilisé pour des urgences. Urgences seulement. Parce que quand vous commencez pas à travailler, vous n'avez pas encore une base d'économie. Tout est possible. Une urgence peut venir n'importe quel moment. L'urgence ne sait pas si vous venez, vous êtes nouveau en emploi pour tarder à venir, ainsi de suite. Non. Voilà pourquoi votre premier salaire doit être économisé, déposé d'abord de côté. Et ce n'est pas pour les achats des besoins. Et ça vous aidera à développer une habitude d'épargne parce que vous aurez besoin de ça à long terme. La troisième chose à faire, lorsque vous commencez à recevoir votre argent, c'est de faire d'efforts pour pouvoir maintenant rentrer dans ce qu'on appelle la règle des 10 plus 10 est égal à 50 moins 30. Ou encore l'inverse, 50 moins 30 est égal à 10 plus 10. Donc, le premier 10 dans cette règle-là, c'est épargner 10% de son salaire jusqu'à ce que ça atteigne la valeur de 3 à 6 mois dans un compte épargne. Ça veut dire quoi? Si je gagne 5 000 par exemple à la fin du mois, donc 10% de 5 000, ça fait $500. $500, je dépose ça dans un compte épargne et je vais continuer ça jusqu'à, disons, quelque chose de 30 mois. Donc 30 mois, ça va devenir quelque chose de 15 000 dollars. 15 000 dollars, ça fait presque 3 mois de mon salaire. Donc, on demande minimum 3 mois, mais maximum 6 mois. Et tu n'as pas besoin de continuer après les 6 mois. Donc, ce 10% là s'appelle fonds d'urgence. Et quelqu'un va me demander, ben, le fonds d'urgence sera utilisé pour quoi? Vous connaissez déjà la réponse. Pour les urgences. Pour les urgences. Donc, ce fonds d'urgence, les urgences, ça ne manque pas. Ça ne manque à personne. Ça peut être lent, délai, l'attente, ça peut venir après, mais ça ne manque pas. Donc, ce montant n'est pas utilisé pour une nouvelle voiture, ce n'est pas utilisé pour faire sortir la nouvelle copine ou le nouveau copain. Mais ça peut être utilisé, par exemple, pour réparer le toit de votre maison qui est enlevé par le vent. Ça peut être utilisé pour réparer, par exemple, votre voiture de service. C'est-à-dire une voiture dont vous avez besoin, forcément, qui est gâtée. Là, vous pouvez utiliser ce fonds-là pour pouvoir réparer ça. Et là aussi, il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas pour les voitures de plaisir, voitures de service, c'est-à-dire voitures dont forcément vous avez besoin de ça. Si ce n'est pas ça, là, ça peut rester dans les dépenses générales. Ça peut être utilisé aussi pour la santé, problème de santé. Mais ce montant, si c'est utilisé, doit être remboursé avec les mois qui viennent. Parce que lorsque vous épargnez jusqu'à 3 mois de votre salaire, vous n'allez pas continuer par épargner. Pourquoi vous n'avez pas arrêté 3 à 6 mois? Vous n'avez pas besoin de continuer par épargner parce que lorsque vous épargnez trop, l'argent épargné dans la banque ne vous avantage pas. Parce que le taux que la banque vous paye, malgré que c'est un compte épargne, le taux d'intérêt que la banque vous paye sur votre argent déposé là-bas n'atteint pas le taux de l'inflation. Donc, pour ceux qui comprennent, vous finissez par perdre la valeur de l'argent qui est là-bas. Donc, l'argent qui est là-bas, ce n'est pas pour vous rendre riche après, mais c'est toujours pour l'urgence. Je répète, c'est un fonds d'urgence qui sera utilisé seulement pour les urgences. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est très important de le faire. La quatrième chose à faire lorsque vous commencez à recevoir votre argent, c'est de déposer 10% dans un fonds d'investissement, encore appelé votre pas vers la richesse. Dans le fonds d'investissement, ça c'est le deuxième 10 dans la règle de 10 plus 17 égale à 50 moins 30. Votre fonds d'investissement ou bien votre pas vers la richesse peut être un compte bloqué en attendant que l'idée d'investissement arrive ou bien en attendant que le montant atteigne un certain niveau. Ça ne sera pas utilisé pour les urgences. Non. Ça ne sera pas utilisé pour payer une nouvelle télé. Non. Ça ne sera pas utilisé pour payer un nouveau iPhone. Non. Mais ça peut être utilisé pour
une formation spéciale. Ça peut être utilisé pour une formation qui dit comment gérer, par exemple, son budget, ou bien comment investir dans l'immobilier, ou bien comment gérer les finances dans un couple. Ça peut être utilisé aussi pour payer un terrain, pour payer une maison, pour payer je sais pas, une bourse. Mais là où vous investissez l'argent, vous devez avoir une idée de là où vous l'investissez, ou bien vous devez avoir les avis des experts dans ce domaine-là. Ça peut être utilisé pour le développement personnel, pour créer une entreprise qui vous permettra d'avoir ce qu'on appelle passive income ou side business, un business de côté. Parce que vous n'allez pas continuer par travailler forcé jusqu'à 40 ans, 50 ans. Non. Il faut qu'à un moment, ce que vous avez construit de côté là puisse vous relayer et commencer par prendre l'avantage sur ce que vous faites. Donc, si les trois étapes précédentes sont bien faites, vous pouvez même augmenter avec le temps votre fonds d'investissement de 10%. Là, vous pouvez monter ça jusqu'à 20%, 30%, 40%, 50%. Parce que, supposons que le troisième point qui est de déposer jusqu'à 3 à 6 mois de fonds dans votre compte épargne, lorsque vous finissez par avoir au moins 3 mois dans votre saving, dans votre épargne, je disais que vous n'allez pas continuer. Donc, ces 10% que vous déposiez là-bas vous a créé un momentum, une habitude. Donc, cette habitude peut continuer malgré que vous avez déjà assez de fonds épargnés. Vous pouvez maintenant déposer ce surplus de 10% là sur le fonds d'investissement pour pouvoir accélérer votre pouvoir d'investissement et choisir un bon domaine pour l'investissement. Et donc, si vous avez besoin d'idées sur cela aussi, vous pouvez me faire signe. Je peux partager certaines idées que j'ai avec vous. Il y en a beaucoup. Disons que c'est les fonds même qui manquent. Sinon, si c'est le budget, les projets d'entreprise, il y en a tellement. La cinquième chose à faire, c'est de dépenser au plus 30% de votre salaire pour le loyer. Au plus, ça veut dire quoi? Ne pas dépasser 30% de votre salaire pour payer pour le loyer. Le loyer constitue une des choses obligatoires de l'être humain, de l'homme, et donc c'est un consommateur de nos sous. Le loyer ici contient le loyer lui-même, le courant, le heat, comment ça s'appelle ça, la chaleur, ainsi de suite. Mais selon là où vous êtes, le budget délégué, le budget réservé pour le loyer peut varier. Par exemple, en Amérique et à New York City, par exemple, la moyenne des salaires est autour de $4 000. Je dis la moyenne des salaires, je ne dis pas que c'est ce que toi tu gagnes, je ne dis pas que c'est ce que forcément l'autre gagne. Et cette moyenne, je ne dis pas que c'est le nombre statistique des données officielles, mais c'est la moyenne. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit à New York City sait que ce montant que j'ai donné quand même est, voilà, au milieu. Ce n'est pas exagéré, ce n'est pas trop bas, ce n'est pas trop élevé, voilà. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire que moi j'ai lu dans un autre livre, on a dit que, mais j'ai lu dans un article, on a dit que la moyenne des salaires à New York City est 4100. C'est la même chose. Mais je disais que la moyenne des salaires est de $4 000, mais la moyenne des loyers est autour de 1500 par personne. Donc, si nous faisons un petit calcul là-bas, ça fait quelque chose de 38% du salaire. Et cette moyenne-là, je dis bien que c'est la moyenne, mais il y a des variations. Parce que je connais des gens qui dépensent plus que 50% de leur salaire pour le loyer seulement. Et surtout en Amérique, c'est fréquent. Le pays est construit comme ça de façon à ce que tout ce que vous gagnez soit dépensé, surtout dans le loyer. Vous voyez? Il y a des familles qui vont jusqu'à 60% de leur salaire. Mais seulement que la bonne chance là-bas aussi, s'ils arrivent à épargner au moins 2%, ce 2%-là, même si c'est $300, ça peut faire quelque chose. Ouais, même si c'est $200 à la fin du mois, ça peut faire quelque chose. Donc, c'est là-bas qu'ils arrivent à rattraper. Mais je parle en général. Il ne faut pas que ça dépasse 30%. Et quand nous allons en Afrique, par exemple, il y a une grande variation même. En Afrique même, c'est que là-bas, la variation même, c'est très grand. Il y a des gens qui gagnent 40 000 francs CFA en Afrique. Et à côté d'eux, il y a d'autres personnes qui gagnent 2 millions de francs CFA comme salariés.
Donc, imaginez un salarié, cette variation, ça fait quelque chose de 60 fois le salaire de quelqu'un est presque 60 fois le salaire de l'autre. Cette variation-là, on ne trouve pas ça en Amérique, par exemple. En Amérique, je parle des salariés, je ne parle pas des businessmen, bien des entrepreneurs, bien des choses comme ça, non. Salariés. Ici, si vous voyez une variation dans les salaires, c'est à peine 2 fois, 3 fois. Vous voyez, les gens ne gagnent pas 10 fois, 100 fois, 50 fois les salaires des autres. Non, non. Ouais. Donc, en général, la part proportionnelle des salaires, bien la part proportionnelle des loyers en Afrique par rapport à leur salaire est souvent bas. Vous allez voir quelqu'un qui gagne 1 million de francs CFA, il est seul, et puis son loyer ne dépasse pas 45 000. Ça fait à peine 4%. Donc, cette personne a la latitude de faire d'autres choses avec son argent. Ouais. Et ça peut continuer par varier. Et je ne parle pas aussi des voleurs. Je ne parle pas des salariés voleurs, des gens des voleurs. Je ne parle pas de ça. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un gagne 500 000 francs CFA par mois, qui n'est pas un mauvais salaire. Mais il se débrouille, il fait des efforts pour pouvoir construire une maison de 2 millions, de 200 millions. Bon, entre nous, si on prend 500 000 sur une année, ça fait quelque chose de 6 millions. 6 millions sur 30 ans, ça fait quelque chose de 180 millions. 180 millions dans 30 ans, même si tu ne touches pas ton salaire, même si tu ne prends pas un franc dans ton salaire, sur 30 ans, ça n'atteint pas pour construire une maison de 200 millions. Comment tu as fait pour te débrouiller pour construire une maison de 200 millions dans ton salaire de 500 000 s'il n'y a pas de vol? Bon, ça, on va oublier ça, on ne va pas parler tout de cela. La sixième chose à faire lorsque vous recevez votre salaire, c'est de payer les dettes qui sont à grand intérêt et de budgétiser vos dépenses. Payer les dettes qui sont à grand intérêt et de budgétiser vos dépenses. C'est-à-dire quoi? Nous avons différents types de dettes. Il y a certaines dettes dont le taux d'intérêt est tellement élevé. Donc, il faut voir parmi ces dettes-là, ceux qui ont les taux d'intérêt élevés, mais qui sont petits, vous les payez rapidement. Et comme ça donne à votre subconscient l'impression d'évolution et de liberté et une fierté. Donc, qui vous encourage à faire encore plus. Surtout ceux qui n'arrivent pas à supporter les dettes. Moi, je connais des gens, ils ont une petite dette, une petite crédit card qu'ils ont dépassé de $200, ils n'arrivent pas à dormir. Donc, si vous vous connaissez dans ce domaine-là, quand c'est un peu élevé, et payez ça parce que cette psychologie-là même ne va pas vous avantager. Vous voyez? Mais le paiement des dettes reste un sujet vraiment variable parce que vous pouvez avoir une dette sur 5 ans qui a un intérêt de 15% ou bien 18% ou bien 20% d'intérêt annuel. Donc, vous voulez payer ça aussi rapidement que possible pour pouvoir vous sentir un peu dégagé et ça va aussi vous permettre de ressentir votre argent qui vient de votre poche. Vous voyez? Mais si, supposons que vous avez une dette qui a un intérêt faible, ça ne sert à rien de chercher à payer cette dette-là rapidement. Je donne un exemple. Par exemple, moi, ma maison, par exemple, est à 4% d'intérêt. Sinon, ce n'est pas intelligent de chercher à vite payer cette maison-là, alors que nous savons que le taux d'inflation est autour de 8% ou 7% ou bien 6%. C'est comme vous êtes en train d'éliminer votre dette qui a un petit taux d'intérêt pour pouvoir rester dans une dette qui a un grand intérêt. Donc, c'est pour dire que le paiement des crédits, des dettes peut revenir à une décision d'intelligence financière. C'est-à-dire il faut s'informer pour s'assurer que vous faites la bonne chose. Donc, si vous avez besoin d'un conseil, approchez-vous des personnes appropriées pour pouvoir avoir plus de guides comment faire la chose. Mais ça ne sert à rien de payer ces dettes-là à gros intérêt
et de se relancer, de se remettre encore dans les dettes. Voilà pourquoi nous parlons de budgétisation de ces dépenses. Avoir au moins une vision de là où va son argent. Et d'où l'importance de la règle dont nous parlons de 50 moins 30 est égal à 10 plus 10. Donc, cette règle-là dit que vous devez vous assurer que pas plus que 50% de votre salaire rentre dans les besoins et les désirs. Et là aussi, il faut savoir ce qui est besoin, ce qui est désir. Mais ce qui est besoin, ce qui est vouloir, volonté. Pas plus que 50% de votre salaire dans les besoins et dans les désirs. Pas plus que 30% dans le loyer. Au moins 10% d'investissement et au moins 10% d'épargne. Et ici, on dégage, on sort un peu le loyer des dépenses, des besoins. C'est que les loyers ne font pas partie, ça a été mis spécialement de côté parce que c'est un cas spécial. Voilà. Donc, c'est ça la règle. Et il va falloir, comme je le disais, savoir sur la différence entre les besoins et les vouloirs, les besoins et les désirs. Un exemple simple pour vous. Vous avez besoin d'une voiture pour pouvoir vous rendre au boulot. Ça, c'est un besoin. Mais vous voulez payer une voiture BMW. Une voiture BMW devient un vouloir pour vous. Ce n'est pas un besoin. Vous n'avez pas besoin de la BMW. De la même façon, vous voulez un smartphone, un portable smart, un Android, mais quelque chose smart, mais vous n'avez pas besoin de iPhone 16. Voilà une différence entre les deux. Et quand nous parlons des 50% de vos besoins et désirs là, tout le reste de ce que nous faisons, qui est hors du loyer, hors d'épargne et hors d'investissement, rentre dans les besoins et désirs. C'est-à-dire que le manger, les études, l'habillement, c'est pas les études des enfants, les paiements de voiture, paiements d'assurance, la métro, les fêtes, les sorties, je sais pas, ainsi de suite. Tout rentre dans les 50%, pas plus que ça. Voilà. Donc, voilà les 6 points, les 6 choses à faire lorsque vous commencez à recevoir votre argent. Si vous suivez bien ce programme-là, vous vous disciplinez avec ça, 1 an, 2 ans, 3 ans, tout de suite, vous allez vous sentir très, très, très libre et vous allez vous sentir dans la voie de la liberté financière. Voilà, donc, merci beaucoup pour votre temps. Cette vidéo a été un peu longue, malgré que je n'ai pas voulu que ça soit long, mais l'information, il fallait que ça passe. Et là, je me suis débrouillé vraiment aussi pour pouvoir, pour ne pas trop détailler, pour que ça ne soit pas trop long. Jusqu'à ce que il y a certaines choses importantes que je n'ai pas pu dire, mais l'essentiel, c'est noter. Si vous voulez comprendre plus de quoi il s'agit, faites-moi signe et je suis plus que disponible pour pouvoir donner encore plus d'informations. Voilà. Merci beaucoup pour votre temps, puis bonne soirée chez vous.